Ravi de retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence avec cette vue panoramique de Shanghai, ses gratte-ciel impressionnants, ses 27 millions d'habitants, sa zone portuaire la plus importante de la planète. D'après le GIEC, Shanghai ferait partie des villes les plus vulnérables à la montée du niveau des océans, courant le risque d'être inondé, voire d'être submergé à certains endroits, de quoi fragiliser les ambitions de puissance de la Chine de Xi Jinping. Nous avons voulu nous intéresser à cette montée du niveau de la mer qui s'accélère, qui ne va épargner aucun continent dans les années à venir, avec des conséquences dramatiques bien sûr pour les êtres humains, les paysages, les économies d'un nombre important de régions du monde. Alors de Shanghai aux Hauts-de-France, de la Nouvelle-Orléans aux îles Tuvalu en passant par le Nigeria, nous allons sillonner les régions à risque du globe en regardant aussi les moyens déployés par les États pour tenter d'éviter le pire. Sortons nos cartes. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou GIEC, le niveau moyen des mers et des océans a augmenté de 21 cm entre 1900 et 2020, avec un rythme qui ne cesse de s'accélérer. On mesure ce niveau des mers et des océans grâce aux marégraphes installés sur les côtes dès le 19e et depuis 1993 grâce aux données satellitaires. Ce qui permet à la NASA de confirmer cette accélération avec une augmentation moyenne globale de 9,4 cm entre 1993 et 2023. Cette montée du niveau des mers et océans est causée par un double phénomène. D'une part, la fonte des glaciers de montagne et des calottes glaciaires du fait de l'augmentation des températures. Leur eau douce dégelée ajoute de l'eau aux mers et océans. D'autre part, les mers et les océans se dilatent, toujours du fait de la hausse des températures. Comme tous les liquides, sous l'effet de la chaleur, les molécules d'eau se séparent et prennent plus de place. L'eau gagne en volume, ce qui entraîne une hausse de son niveau. Alors voyons maintenant comment ce phénomène est mondial, mais n'est pas uniforme. On voit sur ce globe l'évolution de la hauteur de la surface des mers et des océans entre 1993 et 2023. Elle est plus élevée ici en rouge au large du Japon, alors qu'elle est moins prononcée sur la côte ouest du continent nord-américain, tandis que la côte atlantique et le golfe du Mexique sont tout particulièrement touchés. C'est là que se situe la Nouvelle-Orléans, la ville américaine la plus concernée par le problème. On se souvient de l'ouragan Katrina en 2005 qui a inondé 80% de la ville et fait plus de 1800 morts. Depuis, 560 km de digues, de barrières et de murs ont été construits autour de la Nouvelle-Orléans et de sa périphérie. Ces aménagements ont fonctionné lors de l'ouragan Aïda en 2021, mais leur efficacité n'est pas garantie à long terme. En effet, la montée des mers et des océans, qui représente, rappelons-le, plus de 70% de la surface de la planète, va se poursuivre en fonction de la quantité de gaz à effet de serre que nous émettrons et du réchauffement climatique qui en découlera. C'est pourquoi le GIEC a évalué la future élévation du niveau de la mer selon 5 scénarios. Nous utiliserons ici le scénario dit intermédiaire, avec un réchauffement estimé à 2,7 degrés d'ici 2100, qui prévoit une hausse de 71,8 cm en 2100 par rapport à 1900. Notons que ce scénario ne serait possible que si les pays suivaient les engagements pris en 2015 dans le cadre de l'accord de Paris. Là encore, on le voit, la hausse ne sera pas uniforme, particulièrement importante au nord des Philippines et toujours dans le golfe du Mexique. Les conséquences de ces hausses sont multiples. Certaines zones côtières seront inondées de façon permanente, tandis que d'autres seront submergées temporairement lors des marées hautes. Cela entraînera la salinisation des stocks d'eau douce, l'érosion accélérée des littoraux, la destruction des écosystèmes côtiers et des infrastructures, réduisant l'espace vital ainsi que les ressources en eau et en nourriture des populations. De plus, la température plus élevée de l'eau conduira à des catastrophes naturelles de plus en plus violentes. On l'aura compris, la montée des eaux sera donc l'une des conséquences majeures du dérèglement climatique dans les années à venir pour les êtres humains. Et même si différents scénarios sont possibles suivant l'engagement des États, on peut d'ores et déjà faire un tour du monde des situations et des stratégies d'adaptation mises en place, vous allez voir, dans quelques pays.
La hausse du niveau des mers et des océans constitue une menace majeure pour les pays abritant des régions côtières situées à moins de 10 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, ce que l'on appelle les Low Elevation Coastal Zones. Ces zones concentrent 11% de la population mondiale et 14% du PIB mondial. Parmi les pays abritant ces zones, la menace est plus importante pour les petits États insulaires en développement, notamment dans le Pacifique Sud. Prenons l'exemple des Tuvalu, composés uniquement d'atolls et d'îles récifales. Fongafale, le plus grand îlot de l'atoll de Funafuti, concentre 63% des 11 500 habitants des Tuvalu sur 1,6 km². Aujourd'hui, 46% du bâti situé au centre de l'îlot est déjà sous le niveau de la mer. Ainsi, les Tuvalu pourraient devenir l'un des premiers pays au monde à disparaître à cause du changement climatique. Un projet est destiné à surélever et agrandir l'îlot de Fongafale. Pour le réaliser, un ministre des Tuvalu a requis des financements internationaux, annonçant que les îles voulaient devenir la première nation dématérialisée dans un espace virtuel afin de conserver son histoire, ses langues, ses traditions et ses services publics, à défaut de survivre. Parmi les autres pays aux régions côtières de faible altitude, la menace est plus importante pour ceux qui abritent des mégapoles sur leurs côtes. Shanghai en est l'exemple le plus marquant, car c'est l'une des principales zones à risque du monde, on l'a vu. En plus de ses 27 millions d'habitants, elle abrite le premier centre financier chinois et le premier port à containers du monde. Dans le cadre du scénario intermédiaire du GIEC, la quasi-totalité de la mégapole sera concernée par la hausse du niveau de la mer et les inondations annuelles en 2050. Alors, pour s'adapter au risque d'inondation, le gouvernement municipal construit des digues et applique le concept de ville-éponge. Ainsi, dans le nouveau quartier de Lingang, au sud-est de la ville, les rues sont équipées de matériaux pouvant absorber l'eau. D'une façon plus globale, la Chine est l'un des pays les plus exposés à l'élévation du niveau de la mer, avec un littoral de 18 000 km, sans compter les îles. C'est aussi l'un des plus vulnérables, car plus de 40% de la population et 60% de l'industrie sont situés dans des zones côtières de faible altitude. La Chine est le premier pays en termes de nombre d'individus exposés à un risque d'inondation annuelle en 2050, avec près de 59 millions de personnes. Vient ensuite le Bangladesh, où ce sont 22 millions de personnes qui pourraient être exposées à ce risque, puis le Vietnam, l'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie, les Pays-Bas, le Japon, la Birmanie et les Philippines. On le voit, la montée des eaux aura des effets plus importants en Asie, mais dans cette liste, il y a aussi un pays européen sur lequel on va s'attarder, les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, voici les territoires qui pourraient se situer sous le niveau de la mer et celui des inondations annuelles en 2050, dans le cadre toujours du scénario intermédiaire du GIEC. Le pays est devenu un pionnier dans le domaine de l'adaptation à la montée des eaux depuis les inondations de 1953 qui avaient fait 1800 morts. S'en est suivi le plan Delta, destiné à rehausser certaines digues et à en construire de nouvelles. Un ouvrage majeur est le barrage de l'Escaut oriental, inauguré en 1986 et qui s'étend sur 9 km. Ces 65 piliers sont dotés de glissières qui se referment en cas de grande marée ou de tempête. Les Néerlandais cherchent aussi à prévenir les risques dès la conception des villes, comme à Rotterdam. Situé dans le delta du Rhin, le premier port de l'Union européenne, deuxième plus grande ville du pays, est particulièrement exposé, certaines zones étant à 6 mètres sous le niveau de la mer. On y trouve donc des toits végétalisés pour retenir l'humidité, des jardins publics pouvant se transformer en lacs, des parkings pouvant se convertir en cuves de récupération des eaux. Dans la suite du classement, en termes de nombre d'individus exposés à un risque d'inondation annuelle en 2050, on trouve aussi l'Irak, où se situe le delta commun du Tigre et de l'Euphrate, le Brésil. On retrouve aussi les États-Unis, avec 2 millions de personnes exposées, ainsi que 4 pays européens et 5 pays africains. L'Afrique de l'Ouest est particulièrement exposée car ses côtes sont des zones sableuses et très basses, ce qui les rend très mobiles, sujettes à l'érosion, et elles s'inondent rapidement.
Cette région est d'autant plus vulnérable que les zones côtières concentrent un tiers de la population et plus de 40% du PIB de la région. Au Nigeria, ce sont 4,2 millions de personnes qui sont exposées. La hausse du niveau des océans pourrait également mettre en péril des sites naturels, comme le parc national du Diaoling en Mauritanie, situé dans le delta du fleuve Sénégal. Le site est déjà exposé aux inondations sur près de la moitié de sa superficie aujourd'hui. À l'avenir, c'est la totalité du site qui pourrait être exposée aux inondations et à l'érosion. Et terminons cette émission dans les Hauts-de-France. Les villes de Boulogne-sur-Mer, Calais, Dunkerque, Saint-Omer seraient menacées par la submersion marine à l'horizon 2100, avec un scénario qui n'est pourtant pas le plus pessimiste, tablant sur une élévation du niveau de la mer d'1 mètre. 450 000 habitants seraient alors concernés. Ces projections inquiétantes conduisent les élus locaux à se lancer d'ores et déjà dans de grands travaux de prévention, comme à Dunkerque, où la ville a rénové la digue moyennant 13 millions d'euros. Mais combien d'années encore sera-t-elle suffisante si nos émissions de CO2 ne baissent pas davantage? Ce qui reste bien sûr possible si la volonté politique et citoyenne se fait plus forte. Pour aller plus loin, l'un des ouvrages de ce grand spécialiste de la mer, Cyril Coutançais, qui co-signe avec Guillemette Crozet « La mer, une infographie » chez CNRS Éditions. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux où vous retrouvez l'ensemble de nos vidéos, mais également notre newsletter. À bientôt.